Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je m'appelle Patrick Côté. Je vais animer un petit peu la soirée. Évidemment, toute question scientifique ou un petit peu plus intelligente, ben, c'est lui qui va répondre à ça. Je m'appelle Patrick Côté. Je vais animer cette soirée-là parce que je connais Louis depuis quelques années. Moi, je suis un ancien athlète professionnel. J'ai été combattant d'arts martiaux mixtes pendant 15 ans de temps. Ceux qui me connaissent... Y en a qui connaissent Georges Saint-Pierre ici? Ouais, ben moi, je suis là. Okay. Il y a eu deux Québécois qui ont une grande carrière dans l'UFC, dans l'Ultimate Fighting Championship, qui est la plus grande organisation au monde de combat. Donc, Georges et moi. Et évidemment, on n'a pas eu le même parcours, mais on a pas subi, mais on a été dans ce milieu-là. On a vécu l'évolution de ce sport-là aussi. Et évidemment, c'est un sport qui est extrêmement dur physiquement, émotionnellement aussi, mais physiquement, il y a des répercussions qui viennent avec ça. Moi, quand j'ai pris ma retraite, après 15 ans en 2017, j'ai pris ma retraite parce que je me faisais frapper plus qu'à d'habitude. Pas parce que j'étais moins bon, c'est juste parce qu'on vieillit maintenant, puis les jeunes arrivent, ils sont plus rapides. Puis j'ai décidé de prendre ma retraite avant de me faire mal comme il faut. Puis j'ai pris cette décision-là parce que je me suis inspiré de ceux qui n'avaient pas pensé à ça. Malheureusement, il y en a qui font le combat de trop, qu'on appelle tout souvent dans les sports de combat, et ça laisse une marque, oui, sur ton héritage de qu'est-ce que tu as bâti dans ta carrière, mais aussi ça laisse une marque dans ta tête. Ça laisse une marque sur des conséquences qui peuvent être néfastes pour le reste de ta vie, non pas le reste de ta carrière. Donc moi, en 2017, j'ai pris ma retraite. Après 11 chirurgies, mon corps est magané, mais je me suis dit, au moins si ma tête est correcte, ben, je vais être capable de bien vivre avec ça. Fait que je cherchais un petit peu comment savoir ça, justement, comment je pouvais voir si j'avais eu des symptômes post-commotion, parce que en 15 ans de carrière, moi, je me suis jamais fait passer le KO. Faut applaudir. Je me suis jamais fait passer le KO. J'avais envie de tous les jours, ça ne donne pas grand-chose, mais dans ma carrière, moi, j'avais une bonne capacité d'encaisser des coups. Donc, dans mon sport, c'était bien pris, c'était bien vu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai jamais eu de commotion cérébrale. J'ai eu, oui, 15 ans de carrière, mais 15 ans de coups de poing sur la tête aussi. Il n'y a pas juste les combats, j'ai 37 combats, mais il y a eu des années d'entraînement aussi avec ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller vérifier si j'ai des symptômes post-commotion parce que ça peut se déclencher n'importe quand. Donc, finalement, je rencontre Louis. Et là, il commence à me parler de ça. Je connais un petit peu les sports de combat aussi. On jase. Puis finalement, on passe des tests. Des tests quand même assez poussés. Je suis sorti de là, j'étais brûlé. Pour vrai, là, c'était vraiment poussé. Et finalement, j'étais allé le voir parce que je trouvais que ma mémoire à court terme faisait défaut. Des fois, je voulais faire quelque chose. Là, j'avais un texte. Je faisais le texte, puis j'oubliais ce que je voulais faire. Je disais, OK, dans 5 minutes plus tard, ça revenait. Donc, c'est vraiment pour ça que j'étais allé le voir. Puis finalement, il m'a confirmé que c'était juste un manque d'intérêt. Qu'est-ce que je voulais faire en premier? Mais moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a marqué, c'est... Je m'en souviendrai toujours, Louis, tu m'as dit, je suis vraiment fier que tu sois venu me voir pour voir si tu as des symptômes post-commotion. Là, je dis, ben, pourquoi, tu sais? Il dit, sais-tu combien d'athlètes qui ont fait des sports de contact, pas des sports de combat, des sports de contact, tous les sports de contact, soccer, football, hockey, combat, peu importe, qui viennent me voir, qui viennent voir s'ils ont des symptômes post-commotion. Moi, dans ma tête, c'est logique. Moi, dans ma tête, c'est, je sais pas, 70-75%. Il me regarde et dit, non, c'est moins de 10%. Parce que les athlètes aiment mieux vivre dans le déni que de savoir vraiment ce qu'ils ont. Moi, quand j'ai fait ces tests-là, j'avais 37 ans. Je me suis dit, si j'ai quelque chose à faire pour améliorer ma condition, moi, je vais le faire. Puis moi, ça m'avait marqué bien gros. Puis je me suis rendu compte aussi que ça va avec l'éducation. L'éducation qu'on n'a pas, les athlètes, parce qu'on vit tout le temps le moment présent. On pense jamais que ça va finir. On pense jamais que la retraite, la carrière va finir. Donc, le moment présent, peu importe, on reçoit un coup, on veut retourner, c'est dans nous autres. On est des compétiteurs. Puis, ça m'avait vraiment marqué, ça, pour vrai. Puis, faut éduquer, pas juste les athlètes, il faut éduquer les entraîneurs aussi, il faut éduquer les organisations, les ligues. Il faut vraiment que tout le monde comprenne que, et là, c'est de mieux en mieux, mais encore une fois, c'est très vu comme un signe peut-être de faiblesse. Moi, je sais, à l'intérieur, quand tu dis que tu as une commotion cérébrale, on ne prend pas ça au sérieux. On dit tout le temps que tu exagères tes symptômes. Puis, évidemment,
si tu te fais dire ça, ben toi aussi que tu vas te dire, OK, c'est peut-être vrai. Puis tu vas vouloir revenir plus vite pour aider ton équipe ou juste parce que par orgueil mal placé, puis c'est là que c'est dangereux. Donc, je pense que c'est vraiment là, le nerf de la guerre, c'est l'éducation sur les dommages des commotions cérébrales, mais surtout l'éducation de comment prendre soin de cette commotion-là après et la prévention aussi. D'où l'importance de cette semaine-là, de la recherche cette semaine, d'où l'importance de ces recherches-là que Louis est en train de faire également, qui va faire, à mon avis, avancer le sport sur les connaissances et améliorer la qualité de vie des combattants ou la qualité de vie des athlètes qui vont prolonger leur carrière juste en ayant plus d'informations. Donc, Louis, je te passe la porte, comme on dit. Ben, merci. Puis, en voulant dire que c'est super important ce que tu fais. Ben, moi, je suis ici pour ça, pour représenter les athlètes qui, peut-être, ont un manque de connaissances, justement, sur cette nouvelle technologie. Ben, merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment gentil. La raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui dans un café scientifique, c'est justement pour éduquer quiconque le veut. OK, je ne toucherai pas. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Pour éduquer quiconque le veut sur les effets des commotions cérébrales. Puis je vous avoue avoir un peu de difficulté à contenir mon enthousiasme aujourd'hui de vous présenter les événements technologiques qui s'en viennent, qui vont essayer d'aider vraiment dans la prise en charge des commotions cérébrales. Je suis certain que dans un sport comme le tien, il va y avoir une place pour ça éventuellement. Il n'y a aucun doute. Sans plus tarder, je vais me lancer. Donc, merci Patrick d'être là. C'est vraiment, vraiment gentil d'être là. Très plaisir. Café scientifique également, on va laisser de la place beaucoup aux questions. Je vais poser des questions aussi à Patrick, qui ne s'en sortira pas si facilement, sur la façon dont il va gérer les technologies quand ça va arriver dans son sport. Mais ça sera à la fin de ma présentation. Un petit plan de présentation très, très rapidement. Je vais faire une mise à niveau des connaissances. Il faut savoir c'est quoi une commotion cérébrale, comment est-ce qu'on le définit, les mécanismes de blessure également, les répercussions à court et à long terme qu'on a répertoriées à travers les dernières années. Pour rapidement rentrer un peu plus dans les facteurs de risque qui nous amènent à subir des commotions cérébrales ou à développer une vulnérabilité aux commotions cérébrales. Également, je vais vous parler également des accès qui sont assez limités à l'heure actuelle aux technologies qui puissent nous aider dans la gestion des commotions cérébrales et des solutions, évidemment, des innovations. Si je pouvais, je sauterais juste là-dedans. Mais on va passer à travers, je vous le promets. Vraiment les solutions et les innovations qui sont mises de l'avant actuellement dans le monde de la commotion cérébrale. Donc, la définition de la commotion cérébrale la plus courante, je vous dirais, au consensus d'Amsterdam sur les commotions du sport, c'est la commotion cérébrale est liée au sport est une lésion cérébrale traumatique causée par un choc direct à la tête, au cou ou au corps qui entraîne une transmission d'une force, d'une impulsion. Donc, en d'autres termes, c'est que je n'ai pas besoin de manger un coup directement sur la tête. Je peux avoir un coup au corps. Tant que ma tête se déplace, qui implique un mouvement, que ce soit rotationnel ou en ligne droite, et que j'ai une espèce d'impact confusionnel, ben, j'ai subi une commotion cérébrale. Les effets des commotions cérébrales, un autre mythe important, c'est que ça ne doit pas nécessairement se déclarer dans la seconde après la commotion cérébrale. Chez à peu près 30% des cas, les symptômes de commotion cérébrale vont survenir le lendemain. Ils vont apparaître le lendemain. Donc, ça peut prendre la forme de nausées, ça peut prendre la forme également de maux de tête importants, de sensibilité à la lumière, au bruit. Donc, grand mythe, si on ne voit pas de symptômes immédiats, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commotion cérébrale, mais je vous dirais qu'à l'intérieur de 48 heures, s'il n'y a rien, vous êtes correct. Okay? Également, les symptômes doivent disparaître assez vite lorsqu'on parle de commotion cérébrale du sport. Autrement, on va parler plus d'un traumatisme crânien modéré ou sévère si on tombe dans le coma. Donc, pour vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir de l'air d'une commotion cérébrale, pour vendre le punch, c'est quand même un de mes étudiants en doctorat, je l'ai pris pareil, même si j'ai vu cette vidéo-là. Il me donne la permission de diffuser. Oui. La vérité, il n'y a même pas eu de commotion cérébrale. Mais c'est quand même un impact assez violent. Une deuxième fois, puisqu'il n'y a pas eu de commotion. Ouais. Donc, ce qui se passe, ce que je voulais montrer ici, c'est que malgré la force des coups, il y a une très, très grande hétérogénéité quant à la résistance ou à la résilience face à une commotion cérébrale. Il y a des gens, en d'autres termes, qui vont se faire frapper très, très fort et qui n'auront pas de commotion cérébrale. D'autres qui vont chuter dans un tapis en faisant du patin de vitesse, puis ils n'auront pas de commotion. Ils vont avoir une commotion cérébrale. Donc, c'est très, très variable d'un individu à l'autre. Ça, on sait ça depuis quand même longtemps.
Si je voulais vous parler également pour la mise à niveau des connaissances, des mécanismes de blessures au cerveau, je vous parlerai des blessures primaires. Essentiellement, ça, c'est la biomécanique. Le cerveau se promène comme ça dans la boîte crânienne. Vous allez le voir ici. Donc, vous voyez, il y a un impact qui va se situer, par exemple, ici. Il va y avoir un site de lésion qu'on voit en avant. Le cerveau va se promener à une vitesse différente dans la boîte crânienne que dans l'air, hein, parce qu'il faut savoir que dans la boîte crânienne, il y a du liquide. Donc, le liquide est plus dense que l'air. Donc, le cerveau ne voyage pas à la même vitesse que la boîte crânienne. Donc, ça va aller se heurter contre la boîte crânienne, créer du dommage en avant et en arrière, donc dans la zone contre-coup qu'on va voir ici. Donc, le mécanisme primaire est très, très intimement lié à la force de l'impact, évidemment. Dans un accident de voiture à 120 km/h, on va avoir plus d'impact qu'un coup à 40 km/h. Également, l'autre forme de dommage très, très courant, c'est le dommage axonal diffus. L'idée, c'est que quand le cerveau se promène dans la boîte crânienne, ça ne va pas toujours en ligne droite, ça serait un beau monde. Ici, je vois Michel, qui est physiatre à l'hôpital. Quand le cerveau est en ligne droite, pas mal moins de dommages que quand il se fait frapper de côté comme ça, le cerveau se promène, ça crée plein de déchirures au niveau des axones. Connaissez-vous les axones en majorité? Donc, c'est les fibres de communication entre les neurones. Ça va s'étirer, ça va se couper et ça va créer un dommage de transmission. Donc, les autoroutes de transmission de l'information entre les neurones sont brisées. La façon que ça se manifeste au CT scan, on va voir des petits trous comme ça, des hyperintensités comme celle-ci. Ça, c'est des signes où il y a un dommage à la jonction entre le corps du neurone, donc l'espèce de où se fait le traitement de l'information, et la voie de transmission. À l'IRM, c'est un peu plus beau. Là, il y a des enjeux avec la transmission, mais on voit vraiment des gros spots ici, ou de dommages de la matière blanche à la suite d'un coup puissant à la tête. Donc ça, c'est le mécanisme primaire de blessure. Maintenant, le mécanisme secondaire de blessure, c'est lorsqu'on parle de la pathophysiologie aiguë de la commotion cérébrale. Je ne vous apprendrai pas tout ça ici. Mais sachez que lorsqu'on a un coup à la tête assez puissant, c'est l'ensemble des facteurs ici de réponse. Je ne sais pas si tu savais ça, Patrick, mais il s'en passe pas mal de choses dans le cerveau. Ça commence dès la première seconde. Il y a des changements au niveau des ions. Je vais vous montrer ça ici. Les principaux changements, c'est au niveau, on va regarder celle-ci, c'est le classique, la plus facile à comprendre. On va voir une augmentation des niveaux de calcium à l'extérieur des neurones qu'on peut aller mesurer. Cette augmentation du calcium-là coïncide avec une augmentation du glutamate. Le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur principal. Il y en a partout dans le cerveau. Quand il y a une augmentation du pic de glutamate, malheureusement, le cerveau l'interprète comme « Oh, il y a une crise ». Okay? Ça crée ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée des neurones. Donc, les neurones, dans un cas d'épilepsie, dans un cas de commotion cérébrale, lorsqu'ils détectent qu'il y a une hausse du glutamate, ils vont se mettre à mourir, okay? Pour essayer d'arrêter la crise. Okay? Tout ça survient en plus dans un contexte où il y a moins d'oxygène que vous observez ici, donc en une réduction, dans le fond, du débit sanguin. Et quand les pompes ioniques des neurones, je vous explique ça là, parce que je pense que c'est compréhensible. Les pompes vont prendre beaucoup d'énergie pour essayer de restaurer l'influx de calcium puis l'exflux de potassium ici. OK? Donc, près de 40% de l'énergie du neurone va être dédiée à seulement faire fonctionner les pompes. Pensez-vous que ça nous rend intelligents, ça? Le neurone, il faisait une job pour faire la mémoire, l'attention. Donc, une fois que l'énergie est déployée pour activer ces pompes-là, malheureusement, il n'en reste plus pour réfléchir. Donc, on va voir les symptômes apparaître chez nos commotionnés. C'est ça qui se passe. OK? Donc, cette crise-là n'est pas particulièrement longue dans une commotion du sport comme Patrick ou moi avons subi. Ça va durer de l'ordre de 15-20 minutes. Puis là, il va y avoir comme vous voyez ici, ça va retourner plus vers la normale. Donc, typiquement, les gens reprennent leur sens à l'intérieur de quelques minutes, voire quelques heures à la suite de l'accident. Après ça, on se demande, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? On a perdu un bout. Mais on se remet quand même assez rapidement. Donc, l'effet des commotions cérébrales, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on étudie ça. Jusqu'en 2002, je vous dirais historiquement, on voyait une espèce de paradoxe dans la littérature scientifique. Où d'une part, on voyait que les effets des commotions cérébrales étaient très transitoires. Dans la littérature, on disait 2-3 jours, tu reviens au jeu, t'es correct, pas de problème, tout va bien. Ça déroule tout seul, cette histoire, c'est bien. Je ne savais pas. Il y a également une absence de symptômes. Donc, les symptômes, typiquement, chez un jeune de 20 quelques années, vont disparaître à l'intérieur de 10 jours.
Les tests neuropsy, tests que je faisais traditionnellement avec les athlètes, redeviennent typiquement normaux de 10 à l'intérieur de 10 à 14 jours. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est quand même capoté. C'est quand même fou, ça bouge tout ça. Par contre, d'un autre côté, les effets des commotions cérébrales, on se rend compte qu'ils sont cumulatifs. C'est-à-dire que lorsque tu as subi 2 ou 3 commotions cérébrales, ça augmente ton risque d'en subir d'autres. On le voit, c'est tout de même une relation qui est exponentielle. Donc, on voit 2-3 commotions cérébrales. Après 3, tu as 9 fois plus de chances d'en subir une 4e. À 4e, tu as 27 fois plus de chances d'en avoir une 5e. OK? Vraiment? Wow. Elle est habitée, l'affaire, là. J'ai jamais vu ça. On va y aller de même, OK? Ça, c'est vraiment dérangeant. OK. Également, lorsque tu as subi plusieurs commotions cérébrales, ben, tu viens avoir des symptômes qui vont durer plus longtemps et qui vont être plus sévères. Donc, les maux de tête que tu as eu la première fois risquent d'être plus forts la deuxième fois. Donc, tu vas avoir plus de maux de tête, plus de sensibilité à la lumière. Comme quoi, il y a quelque chose, malgré le fait que les symptômes disparaissent vite, il semble qu'il y a quelque chose qui se passerait dans le cerveau chez les jeunes. Chose qui a été vraiment, une étude qui a été vraiment très importante en 2005. Une étude qui a démontré que chez les joueurs de football américains, OK, de la NFL, lorsqu'ils avaient subi plus de 3 commotions cérébrales, on voyait une augmentation de l'ordre de 5 fois du risque de développer un trouble cognitif léger. Le trouble cognitif léger, c'est une phase prodromage, à peu près 30 à 40 % d'entre eux vont développer une maladie d'Alzheimer. OK? Donc, cette indication-là a été assez claire dans la littérature, c'est un déclencheur d'un paquet d'études. L'idée derrière tout ça, lorsque je me suis mis à travailler là-dessus, j'ai proposé, c'est mon doctorat, de faire une investigation à double cohorte. Donc, j'ai pris en même temps une cohorte de jeunes, une cohorte de personnes plus âgées qui avaient subi des commotions cérébrales dans les années 60-70. On était en 2005, à peu près. 2004, quand j'ai commencé ça précisément. Je me suis dit, si j'utilise les mêmes tests, est-ce qu'on va trouver des parallèles entre les jeunes athlètes qui viennent de subir leur coup et ceux qui ont subi des coups il y a 30 ans, 40 ans? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a eu de l'air. Ça a amené un grand papier qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, où j'avais un bottin que m'a fourni l'Université de Montréal. C'est une histoire assez amusante. Je pense que je vous l'avais déjà entendu, vous, monsieur, je vous reconnais. Où j'avais un gros bottin plein de noms des années 60 jusqu'en 2004. Là, on s'est dit, on va passer à travers le bottin. Donc, un après l'autre, on a appelé tous les numéros de téléphone, des centaines et des centaines de personnes, pour en tracer un paquet d'anciens athlètes qui, pour participer à notre étude, donc des anciens athlètes, excusez-moi, des carabins de l'Université de Montréal, donc qui ont tous joué football ou hockey universitaire. Pour prendre part à l'étude, ils devaient être autour de la soixantaine, de prendre aucun médicament, être en excellente santé, et de faire de l'activité physique 3 fois par semaine. Pourquoi j'ai fait ça, vous pensez? Parce que je voulais être sûr que les effets que je mesurais ne seraient pas liés à l'effet de l'âge ou l'effet de l'alcool sur le long terme, l'effet d'une mauvaise forme physique, du cholestérol, les maladies chroniques qui peuvent s'installer en vieillissant. Également, les gens qui allaient à l'université, à cette époque-là, assez tard pour jouer universitaire, il y avait un niveau socio-économique très, très élevé. Donc, c'est souvent des dentistes, des médecins, des avocats, des notaires qui ont pris part à cette étude-là, qui allaient donc quand même bien dans leur vie. Ce qu'on a observé dans cette première grande étude au plan, on a pris ici ce qu'on appelle un EEG, donc une électroencéphalographie. On enregistre l'activité électrique du cerveau. Ce qu'on trouve rapidement chez le jeune, c'est qu'on voit dans la ligne noire, sur la ligne noire ici, on voit le déploiement d'une onde d'attention. Donc, quand elle est haute, ça veut dire que tu es capable de vraiment porter attention. OK? Versus le pointillé, que vous voyez, le petit pointillé ici, c'est les athlètes qui ont subi plusieurs commotions cérébrales. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez l'amplitude ici. Si je la transpose, j'ai fait le même protocole. Là, j'ai besoin d'avoir l'animation. On va réveiller la bête. OK? Donc, ça, c'est le niveau d'amplitude. Pourquoi est-ce qu'il est différent? Évidemment, parce que c'est lié au vieillissement. Simplement, le fait de vieillir va diminuer les capacités attentionnelles. Laissez-moi vous dire, c'est vrai. Ce qui se passe, donc, ce que je veux vous remarquer ici, c'est que l'effet de la commotion cérébrale que vous observez en haut, ici, entre la ligne pleine noire et les pointillés, on retrouve la même plus tard. Donc, ce n'est pas seulement l'effet de l'âge, c'est une transposition presque égale de la différence qui est causée par la commotion cérébrale ici. OK. Après avoir publié ce papier-là, je me suis intéressé à savoir
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au plan structurel avec un IRM? Je dis, on va commencer cette affaire-là, on va faire de l'IRM. Donc, ce qu'on voit ici, c'est cette étude-là, c'est quand même quelque chose. Hein. On était sur les lignes de côté pendant des années où on attendait juste qu'il y ait un gars qui ait une commotion cérébrale pour le prendre par la main puis l'emmener dans un IRM. OK? À l'époque, on testait pas trop loin, on allait à un institut de gériatrie à 10 minutes. On avait du temps réservé, on dépensait de l'argent pour rien, c'était effrayant. Parce que ça coûte 500$ de l'heure, puis 9 fois sur 10, on ne l'utilisait pas. Imaginez. Ça n'allait pas bien dans ma tête dans ce temps-là. Ben, on regardait les effets très, très, très aigus, puis 6 mois plus tard d'avoir eu des commotions cérébrales, puis on marquait vraiment ce que vous voyez ici en jaune, c'est des petites régions du cerveau qui peuvent avoir des petites différences discrètes au cerveau. Ceci dit, vérifiez un peu. Ce que vous voyez ici, c'est chez les anciens athlètes sexagénaires, ceux qui étaient rendus dans la soixantaine. Donc, on est parti d'avoir un dommage de matière blanche qui ressemble à ça. Donc, où là, il va y avoir une atteinte de l'intégrité de la matière blanche. Puis, n'oubliez pas, c'est chez les gens qui allaient vraiment, vraiment bien. OK? Et l'autre affaire, c'est que les régions que vous voyez ici en bleu ou en rouge sont les régions où on trouvait un corrélat entre les changements de la matière blanche puis la performance au test neuropsy. En d'autres termes, ces gens-là avaient une moins bonne mémoire, puis ça corrélait avec les atteintes de la matière blanche. Ensuite, ce qu'on a fait, on est allé étudier vraiment, encore une fois, chez les jeunes, on trouvait absolument rien en matière grise, donc tout ce qui est les neurones, vraiment le corps cellulaire. On est allé voir dans la soixantaine, même personnes qui vont super bien, quel était l'impact sur la volumétrie de la matière grise. Ce qu'on voyait, c'est qu'on constatait un élargissement des ventricules latéraux. Qu'est-ce qu'il y a autour des ventricules latéraux? Il y a l'hippocampe, il y a l'amygdale, il y a plein de structures comme celle-ci qui sont extrêmement importantes pour la mémoire, la mémorisation. Également, ce qu'on marquait chez les personnes encore dans la soixantaine, on marquait un amincissement dans les régions. Tout ce que vous voyez en bleu ici, on voyait un amincissement de ces régions-là qui corrélait en plus avec la performance au test de mémoire. Donc, cortex plus mince, ça veut dire qu'il y a une perte de neurones chez des gens qui allaient très bien, mais qui étaient rendus dans la soixantaine et qui avaient subi des commotions cérébrales il y a 30 ans. Comme quoi, avoir des commotions cérébrales, malheureusement, ça reste. Ça a un impact qui est persistant. Et il faut dire que dans ce groupe-là, c'est important de savoir qu'il y avait en moyenne 3 commotions cérébrales chacun. Okay? Ce n'étaient pas des gens qui avaient subi une commotion cérébrale, je ne pouvais pas les garder. Ça ne fait pas de sens de se baser sur un témoignage de 40 ans sur une commotion. Le gars, il fallait qu'il me dise « Ah, j'étais knocké ben raide, j'étais couché à terre. » Là, je le prenais. T'sais. Parce que je voulais être sûr qu'il y avait vraiment eu une commotion cérébrale. OK. Autre étude. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait, elle vient d'être publiée. Une étude sur les effets sur la neuroinflammation. Ça, c'est en tomographie par émission de positron. On va aller regarder 17 ans après la fin d'une carrière dans le football de la NFL. Donc, la NFL, ce qui est particulier, c'est que les gars, on joue au football à partir de l'âge de 5 ans, full contact, jusqu'à des fois 37, 38 ans. Okay? Donc, c'est beaucoup de contact. On parle typiquement de 120 à 130 000 coups de 20G et plus dans leur carrière. C'est énorme. Ce que vous observez ici en rouge, c'est une augmentation de l'inflammation. L'inflammation, ce n'est pas une chose qu'on veut dans le cerveau. Hein. C'est associé à toutes sortes de pathologies neurodégénératives dans le cerveau. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est le pattern chez des joueurs, des anciens joueurs de football de la NFL. Dans une étude qu'on a réalisée maintenant, j'achève sur les études sur les effets à long terme, j'imagine que je vous ai fait juste assez peur. On vient de réaliser une étude sur la différence d'âge du cerveau par rapport à une gang de cerveaux, de 11 000 cerveaux qu'on a pris, puis qu'on allait à parier avec nos sujets au mois près. Okay? Donc, on regarde, l'âge 0 ici, c'est l'âge chronologique. Donc, si vous avez, quand vous venez au laboratoire, vous avez 45 ans, 3 mois, bien, on va vous matcher avec un paquet de monde qui ont 45 ans, 3 mois. On va regarder l'âge de votre cerveau par rapport à tous ceux que j'ai dans mon échantillon qui ont 45 ans, 3 mois. OK? Donc, un vieillissement prématuré du cerveau, le premier facteur de risque dans le développement de maladies du cerveau, vous pensez que c'est quoi? Ben, c'est l'âge. OK? Donc, le vieillissement du cerveau, c'est très important pour la santé du cerveau à long terme. Ce qu'on observe, c'est que chez les athlètes, même ceux qui ont subi des commotions cérébrales, vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Patrick, écoute bien celle-là. Chez ceux qui n'ont pas de symptômes, okay? Donc les post-concussion symptoms négatifs, ceux qui n'ont pas de symptômes,
on se rend compte que leur âge du cerveau par rapport à la norme, là, c'est des centaines de cerveaux qui ont exactement le même âge qu'eux, est à peu près de 4 ans plus jeune. Ce que ça nous montre, c'est que faire du sport toute sa vie, longtemps, ben c'est des gars, là, c'est des anciens professionnels de football, de hockey, plein de joueurs des Canadiens dans cet échantillon-là. Leur cerveau est moins vieux qu'il devrait l'être. Moi, on t'a dit de bonnes nouvelles. OK? Ceci dit, ceux qui gardent des symptômes toute leur vie, quand Patrick tantôt parlait de le combat de trop, puis garder des symptômes, garder des symptômes à long terme, on se rend compte que ça augmente l'âge du cerveau de l'ordre de 2 ans. Mais la différence entre 4 et plus 2, c'est pas super bon. C'est 6 ans de différence de vie de cerveau, basé sur le fait qu'on a peut-être arrêté un combat trop tard. Donc, les conclusions partielles, c'est pas la fin du slide, inquiétez-vous pas. Je vais arriver dans ce qui me tente le plus aujourd'hui de vous parler. C'est que les effets délétères des commotions cérébrales sont surtout associés à leur accumulation. Une commotion cérébrale, c'est pas un drame. On se calme, ça va. Les gens, typiquement, ils s'en sortent bien. Et également, les effets délétères sont surtout perceptibles lorsque combinés aux effets du vieillissement. Et ce qu'on se rend compte, c'est à travers une cinquantaine d'études qu'on aura fait maintenant, c'est qu'on a une fenêtre thérapeutique de 30 ans. Oui, les effets perdurent, mais ça nous donne un moment d'action qui est très, très clair. On peut agir plutôt que laisser aller les choses. Puis là, on arrive à 60 ans, on aurait donc dû intervenir. On aurait donc dû faire quelque chose pour ce cerveau-là. Donc, on a identifié cette opportunité-là d'intervenir. Maintenant, quelles vont être les 20 prochaines, fort probablement dernières, années dans ma carrière de chercheur? C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. C'est d'ajouter une corde à mon arc. C'est que depuis que j'ai 21 ans, donc ça fait 23 ans de ça, j'étudie les commotions cérébrales une fois qu'il est trop tard. Essentiellement, quand la commotion cérébrale a eu lieu. Qu'est-ce que je peux faire vraiment, à part que de remarquer sur un IRM, oh, tu as du dommage ici. Tout le temps des super bonnes nouvelles, là, très agréables. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut savoir si un athlète est prédisposé à avoir des commotions cérébrales. Comment est-ce qu'on peut les prévenir, ces commotions cérébrales-là, également? Donc, première chose, c'est que je me suis tourné vers les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on en connaît plein. L'âge, évidemment, est un facteur de risque. Lorsqu'on subit une commotion cérébrale à 60 ans versus à 21, c'est pas la même chose. Quand on en a une à 4 ans, c'est à 6 ans, mettons, c'est bien pire que lorsqu'on en a une à 21. Le jeune âge est un facteur de mauvais pronostic, comme de 70 ans également. Le nombre de commotions cérébrales antérieures, ça, je vous ai prouvé tout ça, évidemment. Également, les femmes semblent être plus à risque d'avoir des symptômes persistants des commotions cérébrales et sont plus à risque. Également, un paquet de facteurs comme ceux-ci, les antécédents psychiatriques, neurologiques, les troubles d'apprentissage, puis les troubles de la personnalité également, sont des facteurs de risque de développer des symptômes à la suite des commotions cérébrales. Mais tout ça, malheureusement, lorsque je regarde les études, qu'on combine tous ces facteurs de risque-là, c'est nettement incomplet. Il reste une grande part d'inconnu dans ce qui pourrait expliquer la vulnérabilité ou la prédisposition d'un athlète à avoir des commotions cérébrales. Donc, l'objectif maintenant, c'est plutôt de prévenir plutôt que de réagir. Comment est-ce qu'on fait ça? Évidemment, c'est basé sur la première chose que j'ai faite en recherche de ma vie. On a publié ça en 2005. Première chose quand j'étais à doctorat en 2003, où j'ai pris toutes les stats de la Ligue nationale. On a eu accès à ça. Un chercheur américain, évidemment. Ça ne vient pas au Canada, ces stats-là. Laissez-moi vous le dire, j'ai essayé 1000 fois. On a tout screené. On a fait des stats avancées pour voir est-ce qu'il y a un prédicteur dans toutes ces stats-là qui pourrait nous dire, qui pourrait prédire la résurgence d'une commotion cérébrale, le risque de commotion cérébrale. Puis parmi toutes les stats, la seule chose qu'on a trouvée, c'est le nombre de minutes de jouer dans un match. Pas dans une saison, pas dans les 4 dernières semaines, dans le match. Quand tu joues beaucoup de minutes, là, vous allez dire, ben oui, mais évidemment, t'es plus sur la glace, t'as plus de risque d'avoir de la commotion. Non, on a contrôlé pour ça aussi. C'est pas juste une question de minutes en tant que telle jouer, mais c'est plus... parce que si je regarde toutes les minutes que les athlètes jouent dans la saison, on voit aucun lien. C'est vraiment une question... Et de là a émergé que j'avais 23 ans, la première hypothèse de ma vie. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une fatigue physiologique qui peut représenter un risque de commotion cérébrale? Je voulais t'interpeller là-dessus. Est-ce que comme combattant, la fatigue, vous la vivez, là, c'est capoté, là, vous donnez tout ce que vous avez.
est-ce que tu sentais des fois que tu devenais un peu plus fragile au risque d'avoir une commotion cérébrale? Ben, c'est sûr, quand tu es fatigué, tes réflexes sont moins aiguisés. Ouais. C'est sûr que tu es plus porté à peut-être couper les coins ronds aussi, puis moins te protéger. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que la fatigue, à mon avis, est un facteur important aussi de blessures à long terme, là, surtout des blessures à la tête, parce que tu as moins de réflexes, tu es moins réveillé, tu vois moins les coups, tu vois moins l'autre qui va venir te plaquer, tu te places d'une moins bonne façon parce que justement, tu es moins aiguisé parce que tu es fatigué, tu veux juste aller t'asseoir et te reposer. Donc, pour moi, c'est sûr que ça fait du sens. Absolument. Là, tu nous amènes vers le facteur où l'athlète est moins sharp mentalement. OK? Mais ce que je veux vous dire, tu sais, aussi, en plus de ça, c'est aussi le fait que si tes jambes sont fatiguées, là, vous êtes d'accord avec moi que c'est le même sang qui circule dans les jambes que dans le cerveau? À la base, ça circule. C'est une pompe ici qui fait plus la job. Ton battement cardiaque augmente à 190, 200, même dans votre sport, j'ai vu ça. Les gars, ils se peuvent plus, là. On s'entend. C'est mal oxygéné, l'échange oxy-déoxy, CO2, se fait mal. Les neurones, là, s'ils ont un coup puissant pendant cette période-là, là, pensez-vous que ça va bien aller? Aussi bien qu'en début de combat, première seconde, on reçoit un coup de pied dans la tête. Moi, je pense que le coup de pied derrière la tête, dans le cas de ton sport, le gros plaqué, il pourrait avoir un plus gros impact s'il survient lorsqu'on est fatigué. Ça, c'était mon hypothèse en 2003, qui nous a amené 20 ans plus tard à faire la recherche que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, des fois, on a nos meilleures idées quand on est très, très jeune et très immature. Ça arrive pas souvent, par contre. Donc, presque 20 ans plus tard, le projet de ma vie est né à partir d'une subvention Fondation canadienne pour l'innovation de 6,7 millions pour créer ce que je vais vous montrer à l'instant. Tu sais, peut-être un brin, parce que tu m'as inspiré tantôt, un brin d'inspiration, c'est que c'était la 3e fois que je la proposais, cette demande de subvention-là. Faire une demande à un FCI comme ça prend 1 an de travail. OK, ça faisait 3 fois. Fait qu'il fallait que je veuille le faire, le projet de TQ. OK? Donc, ce que c'est le projet, je ne vous l'expliquerai pas tout de suite, mais je veux juste que vous marquiez, ça, c'est les grandes lignes. Il y a une zone hospitalière ici qui implique la prise en charge long terme des athlètes, mais il y a également où on va aller monitoriser la fatigue physiologique sur le terrain quand ils jouent, les athlètes, et également sur les lignes de côté. Je vais vous garder la surprise de celle-là. Pourtant. Donc, les mesures de terrain. Comment est-ce qu'on peut aller mesurer, quantifier cette fatigue? Donc, on a toutes sortes d'équipements que vous pourrez aller voir ici tantôt. On a un mouth guard, donc un protecteur buccal qui est instrumenté, qui a un chip à l'intérieur, qui nous permet d'aller voir les forces des coups qui sont appliqués. Donc, également, les directions des coups. Donc, si je reçois un coup en ligne droite, pas mal moins pire que si je reçois de côté à 30 degrés d'angle. Puis ça me permet également de monitoriser la force du coup. Est-ce que j'ai reçu un coup de 30G ou de 180G? OK? Pas la même chose, pas en tout. Il y a également la veste que vous voyez ici, qui est instrumentée avec une des bébelles là. OK? Puis elle, on va la mettre dans le dos, entre les deux omoplates. Ça me permet d'aller mesurer l'athlète en temps réel à 100 Hz, même un peu plus que 100 Hz. C'est une chicane que j'ai avec la compagnie constante. Parce que je veux avoir le plus haut hertage possible. On peut aller mesurer des données GPS, le rythme cardiaque, les changements du rythme cardiaque, l'accélération, la vitesse de course. Autre partenariat avec une compagnie également, où on va placer ici, ou ailleurs, peu importe, un lecteur dans le liquide interstitiel qui nous permet d'aller mesurer la température de la peau, le rythme cardiaque, mais également les indicateurs de potassium. Vous vous rappelez le potassium de tantôt? Je vous en ai parlé, ça fait partie de la cascade métabolique. C'est le marqueur principal de la commotion cérébrale. Si le potassium sort du neurone, il y a une méchante crise qui s'en vient. Okay? C'est l'apoptose qui se crée par ça. Donc, on peut mesurer en temps réel les niveaux de potassium. Chez l'athlète, c'est une partenariat avec une compagnie américaine. Ça s'en vient. Les hématocrites également. Donc, tout ça, monitorisé, ça fait quelques années qu'on fait ça. D'ailleurs, il y a quelques membres de l'équipe ici là, qui sont là. C'est grâce à vous si tout ça est possible. Les analyses de données de terrain, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on va recueillir à tous les matchs, toute la saison, sur plusieurs saisons consécutives, les séquences sportives. Donc, avec les équipements que je vous ai montrés, pour pouvoir comprendre, dans la seconde qui précède un coup puissant à la tête. Tu sais, disons, on joue, vous et moi, là, vous me donnez un coup de 60G, mais quand je suis monitorisé à 100 Hz, là,
j'ai les quelques secondes qui précèdent le coup. Quel était mon état physiologique? Vous comprenez? 100 points par seconde. OK? Dans les secondes qui précèdent, puis non seulement ça, dans les secondes où je suis tout mêlé sur le terrain, puis dans les secondes qui suivent après. Puis quand je n'ai pas de commotion cérébrale, en plus, je peux voir quel a été l'impact de ce coup-là sur ce que je vais être capable de faire par après dans ma performance sportive. Je vais vous montrer ici œuvre de... Je ne prends pas le crédit parce que ça ne serait pas fair, de l'équipe de recherche Abdul, qui est un champion des maths, de la physique puis des neurosciences, où à partir des données GPS, on est capable d'aller extraire la position des joueurs, puis on est capable de savoir exactement ce qu'ils font. Cassez-vous pas la tête, je vais vous l'expliquer, c'est pas compliqué. Donc quand on voit un hub comme ça ici, okay, un gros noyau de même, okay, par rapport au terrain qu'on voit ici, qu'on a établi, on est capable de savoir, puisque tous les joueurs qui ont leur bras, okay, sur eux, sont là à un certain point. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Ben, c'est le banc. Okay, les gars vont là, sont sur le banc pendant ce temps-là. C'est une donnée importante. Après ça, on peut voir le linebacker. Lui, c'est quoi le pattern sur le terrain d'un linebacker versus d'un joueur de ligne versus d'un receveur de ballon? OK? Puis avec ces données GPS, on est capable de tracer un terrain sans même être là. On n'a même pas besoin d'être là, en fait, juste par la façon dont ils vont se déplacer et les limites du terrain ici. OK? Donc, à partir de ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire? Donc, ces données à 100 Hz-là, on est capable de savoir la position sans même avoir de caméra. On va pouvoir faire de l'intelligence artificielle sur les données. Hein? Des données, des millions de points de données qu'on obtient à tous les matchs. Donc, on est capable, en plus, d'extraire des données de jeu en jeu aussi. Vous voyez ici, les petites boules qui bougent. Ça, c'est des joueurs qui se promènent sur le terrain. Donc, quand je vois des joueurs qui bougent, 1, 2, 3 personnes bougent, tout le monde bouge, qu'est-ce que vous pensez qu'ils viennent de partir? Le jeu vient de commencer. Hein, au football, on fait un jeu qui dure à peu près 8-9 secondes. Là, tu vois le gars là, qui se déplace, comme tu vois, là, mettons ici. Il se déplace de même. Oups, là, il revient comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le jeu est terminé. Il revient à sa position, puis il repart. Vous comprenez? Donc, encore une fois, ces déplacements-là, on peut voir, mettons, s'il y a une passe de 20 verges. On va voir que le déplacement, les gars, tout le monde monte de 20 verges en même temps. Donc, on n'a plus besoin vraiment d'avoir une caméra qui rend le travail très, très difficile, ardu. Juste basé sur le mouvement des joueurs, ça, c'est des vraies données, c'est du vrai stock. Là. Ce que je vous montre ici. Juste basé sur des données de GPS. Bien des skills en maths. L'autre affaire que je vous montre ici, qui est très utile, c'est prédire les impacts à la tête de grande amplitude selon le déplacement des joueurs. Notre cher Abdul a démontré ici, où il a pris tous les coups. On avait ici 6500 jeux qu'on a analysés. Il y en avait 400 jeux là-dedans qui ont donné des coups de forte intensité. Donc, de gros... beaucoup de force gravitationnelle. Ce qu'il a trouvé, c'est que les coups très, très importants sont typiquement des coups qui s'en vont en direction à l'arrière puis en se promenant latéralement. OK? Donc, si mon tracé est comme celui-ci, vous voyez ici, le risque d'avoir un coup puissant est de 0,36. Donc, 36% de chance. Si je me promène selon une ligne de côté comme ceci, j'ai la chance de me faire vraiment ramasser. Versus une course comme celle-ci, un peu plus par en avant, plus en ligne droite ou plus par en arrière, bien, les athlètes ne se feront pas ramasser. Donc, dans le choix des jeux, au football, c'est important parce qu'on choisit les jeux à chacune des séquences. On peut dire, on va essayer de limiter ce genre de jeu-là où les joueurs courent en déplacement comme ceci. Pourquoi vous pensez qu'un déplacement comme ceci est dangereux? Parce que tu as un blind spot constant. En me promenant comme ceci, il y a quelqu'un comme ça qui peut arriver et qui peut me ramasser. OK? Donc, dans la sélection des jeux, dans la façon dont on prépare les joueurs, ça donne de l'information extrêmement utile sur ce qu'on ne devrait pas faire pour réduire les risques de commotion cérébrale. OK? Donc, on vient à savoir les courses qui ont une forte probabilité d'impact dangereux. Également, c'est un modèle qu'on a développé qui s'est tiré de la physique, encore une fois, où on va voir les impacts, l'effet des impacts à la tête sur la dynamique de la fréquence cardiaque. En d'autres termes, lisez pas, je vais vous l'expliquer. OK? Ça va être plus simple. Donc, si vous avez un impact fort à la tête, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? On pense qu'un impact fort à la tête pourrait diminuer vos capacités physiques par la suite. OK? Donc, pourquoi? Par l'activation du système nerveux autonome sympathique. Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui connaissent ça? Oui. Donc, le système nerveux autonome sympathique, c'est l'espèce de système de flight or fight. OK? Je me suis fait frapper. Oh, il y a une grosse activation physique. Le cœur, il pompe en malade. Puis, il pompe pour rien.
Regardez les données maintenant ici que vous avez compris. J'espère. Donc, le joueur court. Ça, c'est sa course, c'est sa vitesse de course, jusqu'à 20 km/h. Après ça, il ralentit. Évidemment, en même temps, le rythme cardiaque augmente avec un petit délai, évidemment, à la suite de la course. Puis, il y a un rétablissement normal à l'intérieur de 20 secondes. On retourne à 140 battements secondes. Minute. 140 battements secondes, ça y est. OK? Regardez ici l'impact d'avoir un coup à 40 G, qui est un coup puissant. Le gars court, 20, il attrape encore sa vitesse de 20 km/h. Ça fait frapper. Mais là, son heart rate, regardez ce qu'il fait. Il reste élevé. Il ne redescend pas. Là, cette période-là, ici, tu voyais son heart rate à 180. 20 secondes plus tard, il est monté, il est encore à 190. Pensez-vous que c'est normal pour un athlète de conserver un heart rate aussi élevé à la suite d'un coup, alors qu'il ne bouge plus? Là, je vous le montre ici. Ça, c'est en parallèle. Vous voyez, oh, là, il n'y a plus de vitesse, il marche de même. Vous pouvez vous imaginer. Mais son cœur, lui, n'a pas arrêté de battre. Le problème dans le sport, puis vous allez voir pourquoi je fais ça maintenant, c'est que l'athlète, pensez-vous qu'il continue de jouer ou il s'en va sur le banc quand ça arrive, ça, si on ne suit pas les données? Il continue de jouer. Il retourne sur le jeu. Son cœur bat à 190. Pensez-vous qu'il va courir vite si son cœur bat à 190? Peut-être le premier jour, oui. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième après. Mais non. Donc, ça va avoir un impact majeur sur sa vitesse de course. Et ce que vous allez voir par après, ça, c'est la donnée la plus importante. Regardez ici. On trouve ici, on vient quantifier le risque de choc à la tête en fonction de l'état physiologique. Donc, ce que je vous montre ici, c'est que si ton cœur bat hyper vite puis que tu es lent, 5 km/h, tu as des risques de te faire tuer. Regardez, vous voyez, tous les points rouges, c'est des gros impacts. Plus le rond est gros, plus tu t'es fait visser, plus il y avait de force G. OK? Donc, essentiellement, tu te fais ramasser solide seulement dans la condition où ton cœur il bat super vite, puis que tu cours à 5 km/h. Donc, très lent. Ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Non seulement tu deviens une espèce de cible ambulante lente, mais en plus, tu ne le vois pas venir parce que tu n'es pas toute là. La fatigue physique qui est causée par l'augmentation de ton rythme cardiaque a un impact majeur sur ta capacité à éviter des coups. Excusez-moi. Donc, dans ton sport, on peut s'imaginer, hein, j'imagine que tu le vois toi aussi, le round, il dure des fois 5 minutes. C'est toi le pro, là. Ouais. Puis, dans les 30-40 dernières secondes, tu sais, si tu te fais frapper à ce moment-là parce que tu es moins vigilant, tu connais le heart rate, mais au moins tu peux t'assurer que l'athlète est capable de durer 5 minutes au complet, ou mieux gérer son énergie. Est-ce que vous me suivez? Donc, la ronde dure 5 minutes. Si tu n'es pas capable d'aller dans le ring puis tu as fait un 5 minutes à pleine intensité, ben vas-y pas, parce que tu vas te faire défoncer comme vous le voyez ici. Vous comprenez tout ça? Donc, dans l'entraînement, ça peut être très utile d'emmener les athlètes à un niveau supérieur pour les protéger d'eux-mêmes aussi. Tu sais. C'est ça le bagarre. C'est ça. Protéger les athlètes d'eux autres. Oui, c'est ça. Puis tu sais, les athlètes aussi vont devenir, je ne sais pas si vous connaissez un peu la boxe aussi, les athlètes deviennent très primés. Il y a des gens qui dérogent du game plan. J'entends tout le temps ça. Donc, l'arbitre, il dit, pas l'arbitre, le coach, il dit, on doit gérer notre énergie. Il y a 10 rondes. Mais tu sais, si tu pars en fou et tu n'as pas écouté qui était le game plan, tu vas manquer de gaz. Mais moi, je vais vous prédire que basé sur ce qu'on voit là, celui qui va manquer de gaz, c'est lui qui va se ramasser sur le tapis. Donc, la boxe, est-ce que c'est tant une game de coups de poing ou c'est une game mentale où on doit gérer son énergie? Est-ce que c'est une expérience que tu as déjà fait ou que d'autres mondes que tu as vu? Oui, absolument. Tu sais, c'est gérer les... Parce qu'on veut toujours finir le combat le plus vite possible. Ouais. Souvent, tu sais, je veux dire, même si tu prépares quelque chose, ton plan de match à 95% ne marchera pas. Donc, c'est 5%, tu vas être capable de tourner autour. Puis, si t'es capable c'est beaucoup de l'adaptation aussi. Ouais. L'adaptation en entraînement, c'est là que ça sert aussi. C'est, tu vois toutes les situations possibles pour être capable de t'adapter super rapidement. Parce que dans un sport qui va ultra vite, comme les combats, comme le hockey, ou comme. Tu n'as pas le temps de penser. Si tu penses, c'est trop tard. C'est fini. Soit tu vas te faire geler dans la bande ou tu vas recevoir un coup et tu vas tomber. Donc, cette répétition-là, toujours d'action que tu vas faire en entraînement, tu vas être capable de le faire malgré la fatigue, sans penser. Là, ça va te donner peut-être un petit edge de plus sur les autres, peut-être qui sont moins en forme que toi. Mais il reste que la condition physique, tout le monde est rendu bon à un certain niveau. Là. Ça joue sur des détails. La condition physique, ben, ça en fait partie. Parfait. Merci beaucoup.
Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer ici, puis je vais juste vous montrer rapidement l'effet d'avoir eu un coût à 0 ici. On a reçu un gros coup puissant ici. Pour regarder les effets, ça, c'est le cost ou le coût associé à avoir eu un coût, COUP. OK? Il dure extrêmement longtemps. Donc, on peut voir 1,4 minutes plus tard, on voit encore que la capacité, l'accélération de l'athlète dans sa course est diminuée, même beaucoup plus tard. Donc, comme quoi, le coût à la tête va diminuer énormément la performance. Puis un athlète plus lent, qui fait face, pensez au football, tu fais toujours face au même joueur. Si tu deviens 10, 15, ici, c'est quoi? C'est à peu près 25-30% plus lent qu'avant. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Bien, vous allez payer. Celui en avant, lui, il n'est pas affecté, fait qu'il va vous ramasser. Donc, le risque de blessure vient d'augmenter de façon exponentielle. Donc, vous voyez comment la technologie, juste d'avoir ces sensors-là, peut nous guider. Parce que nous, on le sait, le heart rate du joueur, par exemple, le joueur de foot, le joueur de hockey, le boxeur, il augmente puis il ne redescend plus. Est-ce qu'on le renvoie juste de là ou on lui fait passer un petit 5 minutes sur le banc pour qu'il se remette? On lui fait passer un petit 5 minutes, puis peut-être qu'il va être prêt après à embarquer. On augmente la sécurité du sport. Tout le monde gagne. Pas juste les nerds comme moi, mais également les athlètes. Et lui, pour revenir à ce que tu disais tantôt, que le rythme cardiaque reste très haut, c'est pour ça que c'est la raison quand on voit des athlètes qui sont commotionnés, soit par un plaquage commun, ils tombent à terre puis ils hyperventilent. Oui. Ah oui, absolument. Tu sais, l'activation du système nerveux autonome sympathique, c'est ce qui nous a sauvé la vie pendant des milliers d'années. Hein. Quand on se faisait courir après par, pas nous, là, je n'étais pas là pour le 1000 ans, mais l'être humain se faisait courir après par un tigre, puis il n'y avait rien d'autre que pour se défendre que la course, ben, il courait plus vite que jamais dans sa vie. C'est un système adaptatif pour te défendre pour la survie. Ceci dit, on sait également qu'il mène à une fatigue extrême, l'activation du système parasympathique. Donc, après, en plus, puis ça, on ne l'a pas encore étudié, fait que je ne veux pas embarquer là-dedans, mais à mon avis, c'est que si tu arrives en deuxième moitié de match, tu sais, tu as eu le half-time, tu as eu un 15 minutes off, après ça, tu dois tomber mou comme une guenille. Je me rappelle mon passé de joueur de hockey. Quand je me faisais geler en première période, on faisait la glace, on allait dans la chambre, puis que je revenais sur la glace après, je n'étais plus moi-même. OK? J'étais pas le même joueur, j'essayais de survivre. Fait que j'en dompais des pucks. OK? Donc, je touchais à rondelle, j'allais lancer au bout. Je me rappelle encore du feeling de j'ai plus ma tête puis j'ai pas mes jambes pour me backer. Donc, c'était l'activation du système parasympathique qui est obligatoire, autrement, tu peux juste pas tolérer si longtemps l'activation d'un système de survie. Boxeur, c'est la même chose. S'il se fait knocker à deuxième ronde, s'il se rend en 10e, là, c'est vraiment un exploit incroyable. Tu sais, ça défie la physiologie humaine. Là. Par contre, même si on met tout ça en place, tu sais, là, je vous ai parlé de la dimension données-terrain. S'il y a un accident qui survient quand même, parce que ça va continuer d'arriver, c'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur? Ben, vous le voyez devant vous. C'est d'avoir un laboratoire sur les lignes de côté du sport. C'est ce qu'on vous voyez ici. Ça, c'est la bébelle qu'on s'est achetée, une grosse bébelle. Grosse bébelle. Donc, un troc avec une remorque de 53 pieds qui contient un IRM de haute résolution qui nous permet de prendre des images pendant que l'athlète est tout mêlé. C'est le problème dans mes études là, qui ont toujours eu lieu. C'est que la distance du stade fait que l'athlète a le temps de revenir, pas pire, pas mal tout le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que le pattern de déconnexion, quand les neurones, normalement, ils se parlent d'une certaine façon, il y a une fréquence d'onde entre les neurones qui est signe que ça va bien. OK? Mais si je le prends quand il est confus, est-ce qu'il y a une destruction de ce pattern-là? OK? Est-ce que c'est affecté? Puis, le niveau de déconnexion, est-ce qu'il pourrait bien prédire est-ce que ce patient-là va aller mal dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois? OK? Ça, ces réponses-là, on les a pas parce qu'on n'a jamais eu accès aux images du cerveau, tandis que l'athlète est vraiment, vraiment confus. OK? Donc, IRM, on va également avoir toute une suite de biochimie où on va faire des prises de sang. On va pouvoir avoir du sang qu'on va centrifuger, qu'on va emmener au laboratoire à l'hôpital. On va avoir une espèce de lecteur comme celui-ci, produit par Siemens, qui nous permet d'aller voir les gaz sanguins, donc d'avoir les niveaux d'O2, de CO2, de troponine, des données de potassium, de calcium, toutes sortes de marqueurs qui sont extrêmement importants sur l'état physiologique du patient en temps réel avec une simple ponction du bout du doigt. Donc, une goutte de sang qui tombe sur un cartridge. Donc, il y a 9 trous. Puis, si on met 9 gouttes de sang dans le fond, on est capable d'analyser en temps réel le résultat. Donc, si on a le résultat, par exemple, on va dire un exemple. Là. On est au Grand Prix de Montréal, il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque, on a un résultat de troponine dans la période de 2 secondes,
il embarque dans l'hélicoptère, il part à l'hôpital. OK? Donc ça, c'est des données super importantes qu'on ne pouvait pas avoir au Grand Prix parce que, évidemment, c'est Sacré-Cœur qui s'occupe du Grand Prix de Montréal. Donc, ce genre d'installation-là a été rendu possible par la FCI. On pense que ça va vraiment changer la donne dans la pronostication de nos patients. Est-ce qu'il va aller bien, lui, dans un mois ou non? Actuellement, c'est des données qu'on n'a pas à notre disposition. Pour faire ce genre de choses-là, évidemment, avoir la vente proche de l'événement, ça prend un terrain, il faut être à proximité du terrain de football, il faut vraiment, à l'intérieur de 2 minutes, on doit être dans l'IRM. Le temps qu'on fasse le setup, en dedans de 10 minutes, on est en train de scanner. Ça prend une alimentation électrique qui est adjacente parce qu'un IRM, ça prend du 800 ampères, donc c'est toute une affaire. Ça prend des grands espaces puis un chemin asphalté, un peu comme ce qu'on a trouvé ici à l'Université de Montréal. Si vous connaissez, terrain de football, de rugby, juste à côté du pavillon Marie-Victorin. Et vous voyez ici la grande allée asphaltée. Ici, vous devez me croire, j'ai pris une mauvaise photo. Il y a toute une alimentation électrique pour les lumières que vous voyez ici. Donc, tout est fait pour avoir un accès parfait. La machine va être à l'intérieur de 30 secondes de l'athlète blessé ou à peu près. Puis, le terrain des caravanes, juste au bord de la rue. Donc, à 1 minute de voyagement entre les deux. Pourquoi je vous montre ça? Il faut comprendre que, imaginez-vous dans une carte de boxe, si on prend l'exemple. Si on a accès, on n'aura pas un terrain de main, mais ce que ça ferait d'avoir une vanne comme ça qui attend juste à côté du stade, de l'arène de boxe. Et la tête est blessée. Vous avez peut-être connu le cas d'Adonis Stevenson, peut-être, il y a quelques années, qui avait été à Québec. Ça s'est passé dans notre rayon à nous autres. Donc, qui avait passé beaucoup de temps dans la chambre avant de partir, s'était effondré, est arrivé à l'hôpital Enfant Jésus, l'autre hôpital de Trauma à Québec. Ça allait vraiment pas bien, puis il y a des séquelles permanentes qui tirent de ça, évidemment. Mais si on avait pu avoir une réponse plus rapide avec un laboratoire qui peut prendre des marqueurs rapides, probablement qu'on aurait réagi beaucoup plus vite si systématiquement l'athlète est obligé de passer un examen comme celui-ci lorsqu'il y a un knock-out. Évidemment, un knock-out, c'est une commotion cérébrale. On l'aurait vu tout de suite qu'il y avait du sang qui s'écoulait dans sa tête. C'est pas juste une question de statistiques et de chiffres, c'est une question de sauver des vies aussi. Non, parce que tu parlais de l'exemple d'Adonis Stevenson, mais un autre exemple, la boxeuse Marie-Pierre Roule, qui a malheureusement tué une autre boxeuse, mais c'est pas de sa faute, là, je veux dire, c'est ça. Mais justement, à cause qu'on a trop pris de temps, elle était passée dans le cadre, et finalement, elle est allée à l'hôpital, puis finalement, elle ne s'est jamais réveillée. Ces affaires-là, justement, ce centre-là portatif-là, c'est pas juste une question de flasher, une question d'avoir des données pour comprendre plus tard. C'est sur le moment même, c'est pour sauver des vies aussi. C'est carrément clinique. Ouais. On est là pour s'assurer. Il y avait également cette combattante-là, cette boxeuse-là, c'était une Mexicaine, dont le clearance médical était assez louche. Assez louche, merci. Là. Si on avait accès à ça pour le sport au Québec, on aurait pu voir assez rapidement avec des marqueurs même de sang que ça allait pas trop bien dans son cerveau. Elle n'était pas en condition, mais pas du tout. Elle venait d'avoir un combat où elle s'était fait knocker out. Donc, à quelque part, c'est des choses qu'on doit implémenter dans le sport pour le rendre plus sécuritaire, évidemment. Ce que vous voyez ici, c'est la plus niaiseuse affaire que j'ai jamais faite de ma vie. Niaiseuse au plan des dépenses. Où on a fait des scans des joueurs de football à toutes les semaines, du pré-saison jusqu'à la fin de la saison. Donc, des athlètes qui ont fait 12 scans dans la saison, 12 IRM, pour aller voir les changements. Ce que je vous montre ici, c'est dans un seul faisceau de matière blanche. Les niveaux de free water, c'est de l'eau circulante à l'extérieur des cellules, où on va voir des variations très importantes au niveau de la quantité d'eau qu'on retrouve chez les mêmes athlètes à travers leurs 12 semaines. Si on prend, mettons, le tracé ici, que vous voyez comme ça. Ça, c'est à gauche, ça, c'est à droite. Pourquoi je vous montre ça? C'est que là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on veut lier ces données-là avec les coups qu'ils ont sur la tête. Donc, est-ce que le pic qu'on voit ici, qui est vraiment pas une bonne nouvelle en passant, ou le pic qui est ici, c'est encore moins bon, est-ce qu'il serait lié au fait qu'il y a eu un coup à 150 G ou à 130 G ou 8 coups de 40 G et plus? Alors que cette semaine-là, c'était plus relax. Vous me suivez? Donc, c'était une semaine facile. Ça, c'est le genre d'analyse qu'on est en train de faire actuellement, qui implique l'imagerie puis de la physique. Donc, vous voyez, données terrain combinées avec des données sideline, ça amène à quelque chose de vraiment super pertinent.
Ces IRM-là étaient faits tout de suite après le match puis avant le match. Les gens qui ont fait ça, c'est fou, là. T'sais. Moi, j'étais fou de payer pour ça, mais il y a des gens qui travaillaient jusqu'à 2 heures du matin pour ramasser ça, après les matchs de football. Maintenant, les données, c'est quoi l'effet d'une saison de football? Y a-t-il des joueurs de football ici? OK, on va pouvoir s'en parler. Donc, une saison de football sans commotion cérébrale, j'achève, Patrick, je te promets. Pas de commotion, mais ce que vous voyez ici, ce sont des régions où il y a un changement au niveau de la matière blanche, encore dans la même structure, c'est le faisceau supérieur latéral, qui est responsable de la communication des aires cognitives. OK? Vraiment à droite, là, c'est un cerveau inversé en IRM, c'est à droite. OK? On va le retrouver. Donc, on voit qu'une saison de football sans commotion cérébrale, ça n'a pas le plus grand impact, mais quand même, ça a des effets qui perdurent. Ces IRM-là étaient faits 2 semaines après avoir arrêté la saison. Donc, il y a quelque chose qui restait au niveau de l'intégrité de la matière blanche. Lorsqu'on est allé voir avec une autre super métrique où on regarde chacun des petits brins. Vous avez déjà vu des fils d'électricité avec des petits brins? Tu sais, là, quand on les roule là, comme des nonos là, autour de notre... C'est la même chose, hein? Les fils de matière blanche, c'est ça. C'est des petits brins. Puis on regarde au niveau des impacts, on voit qu'il va y avoir vraiment dans la même région une autre métrique complètement séparée. Ce que vous voyez en rouge, c'est des zones où il y a un changement associé à la saison de football. Et enfin, pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence entre les sports, l'âge du cerveau en fonction des sports. Donc, pour les futurs papas-mamans, quel sport qu'on veut faire à nos enfants? On voit ici le gagnant, c'est le soccer. Donc, moins 4 ans, bien que les coups sont beaucoup, beaucoup moins puissants à la tête que dans le football à 160G. On regarde ici les effets du football, c'est plus 1 an et demi. Pré-saison, post-saison. OK? Donc, l'effet d'une saison, une petite augmentation de l'âge du cerveau. Un petit peu plus, par contre, que l'âge réel, c'est 3 mois de saison de football. On voit que le rugby, lui, pas mal équivalent à son groupe d'âge. Vous vous rappelez? Tu sais, c'est 11 000 cerveaux. À peu près pareil. On regarde ici, ça, c'est des universitaires, mais qui ne font pas de sport. Donc, c'est bon d'aller à l'école pour l'âge du cerveau. Puis ça, c'est ceux qui vont à l'école, puis c'est des joueurs de soccer, on est à moins 4 ans. Ce qui est toujours une bonne chose. Plus notre cerveau est jeune, plus il est en santé. C'est ce que ça montre. Dernière chose que je voulais vous parler, c'est de la spectroscopie, proche infrarouge fonctionnelle. Très intéressant parce que ça nous permet d'aller regarder ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on fait des tâches cognitives. Donc, notre athlète, il rentre dans notre van, dans notre remorque. On le teste. Très rapidement, on fait un setup comme ça. Non, Amélie, on ne l'a pas encore, mais je travaille là-dessus. Donc, c'est ça. On peut aller voir rapidement les changements au niveau de l'oxygène dans le cerveau lorsque je vais faire des tâches cognitives. S'il n'y a pas d'oxygène qui se rend dans une région, ça veut dire qu'on va moins bien déployer cette tâche-là. C'est très utile également, la NIRS, parce que ça nous permet de détecter un saignement intracrânien. Donc, pour le fameux Grand Prix où quelqu'un saigne dans sa tête, ben, on peut aller rapidement voir. Avec ceci, en 10 minutes, on a une idée, wow, il y a un saignement, on l'envoie par hélicoptère rapidement, versus faire un IRM qui est plus long et qui est moins bon pour détecter du sang aussi. Ce qui est écœurant aussi de cette technique-là, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est portable, tu peux bouger. Donc, nos athlètes, là, lorsqu'ils ont des commotions cérébrales, sont très agités. Dans un IRM, le problème, là je viens de tout dire que ce que j'ai acheté, qui a coûté des millions, est inutile. Mais essentiellement, un athlète qui vient d'avoir une commotion, il y en a plusieurs qui vont être très agités, qui vont bouger. Mais tu ne fais pas un IRM quand tu bouges. Ça ne vaut rien. On doit rester très, très immobile. Alors que la FNIRS, tu peux bouger dedans. C'est très abordable aussi. C'est un système à 100 000 $. Donc, c'est pas grand-chose. Les avantages, par contre, ça mesure seulement le cortex cérébral. Donc, on ne peut pas aller voir dans les zones un peu plus profondes du cerveau. Dans le contexte des commotions cérébrales, c'est moins un gros problème. Parce qu'en soi, souvent, c'est juste le cortex qui va être affecté, puisque les forces, ce n'est pas de l'ordre d'un accident de voiture, par exemple. La précision est quand même limitée par le nombre de flashs de lumière que j'envoie sur le cerveau. Donc, ce n'est pas un IRMF, mais c'est rapide, puis tu peux bouger dedans. C'est un peu ça. J'espère que j'ai su, premièrement, je vais remercier tous ces gens-là. Moi, je suis rien. Sincèrement, j'ai écrit ça, je suis un idéateur. Un idéaliste aussi, mais c'est vraiment eux qui font la vraie job. J'espère que j'ai oublié personne. Je tiens à remercier également Siemens qui rend possible la journée d'aujourd'hui, puis tous les organismes subventionnaires qui supportent mes recherches maintenant depuis vraiment plusieurs années. Puis merci beaucoup d'être venu, que vous êtes déplacés aujourd'hui, c'est très apprécié.